L'endométriose, donc, c'est une maladie évidemment féminine qui va s'intéresser quand même une patiente sur 10. Hein, donc, c'est une maladie qui est assez fréquente et elle va se définir en fait comme l'implantation, si vous voulez, de l'endomètre ailleurs que dans la cavité utérine. Donc, il faut savoir que l'utérus, c'est un organe, c'est un gros muscle qui a trois enveloppes, ce qu'on va appeler une séreuse, c'est vraiment l'enveloppe, une partie musculaire et l'intérieur de la cavité utérine qui est tapissé par un feuillet, une muqueuse qu'on va appeler l'endomètre. Cet endomètre, plusieurs fonctions. Une grosse fonction, bien entendu, c'est la fécondation. Et en fait, c'est tout lié au fonctionnement hormonal. Petit rappel dans le fonctionnement cyclique de la femme. J14 a eu l'ovulation, l'ovule est émis, capté par la trompe. L'endomètre, lui, en parallèle, va venir s'épaissir pour pouvoir accueillir cet œuf si toutefois il est fécondé. Tous les mois, il n'y a pas forcément de fécondation. Donc, cet endomètre qui s'est épaissi pour accueillir cet œuf fécondé, j'allais dire, l'a fait pour rien et donc va venir se défragmenter, et c'est pour ça qu'on saigne. Le problème, c'est que l'utérus, comme c'est une pompe, et donc il vient se mettre en pression pour pouvoir évacuer tout ceci, il y a forcément une petite émission de sang et donc d'endomètre qui peuvent passer par les trompes et se retrouver à l'intérieur de la cavité utérine. L'endomètre, à la fois, il arrive dans le ventre. 9 femmes sur 10, c'est du sang et de l'endomètre qui n'a rien à faire ici, qui va venir le détruire et va venir le recycler. Et c'est ça la maladie endométriosique, c'est une femme sur 10, elle va venir l'implanter. Tous ces implants, une fois greffés, vont venir réagir de la même façon que l'endomètre à l'intérieur de la cavité utérine, c'est-à-dire il va venir s'épaissir, augmenter la vascularisation. Et évidemment, ce sang, il n'est plus évacué, il est dans le ventre, il est sur le tube digestif, il est sur les trompes, sur les ovaires, peu importe. Donc, ça va créer une inflammation, plus de douleur et éventuellement des lésions chroniques, que ce soit adhérence, kyste, etc. Alors aujourd'hui, la piste effectivement de la génétique est évidemment abordée de plus en plus. Des dernières études ont commencé à éventuellement émettre l'idée qu'il pourrait y avoir certaines patientes atteintes de certains gènes qui prédisposeraient. Et vous voyez, je mets tout au conditionnel puisqu'effectivement, c'est très récent, mais il n'y a pas tellement de facteurs de risque en soi, si ce n'est, j'allais dire, que le contexte familial éventuellement. C'est plutôt des facteurs de risque, en fait, que la maladie soit plus forte. Peut-être, par exemple, on a pu évoquer aussi à certains moments le tabagisme, l'alimentation ou une hygiène de vie pas très bien équilibrée, on va dire. Mais tous ces facteurs-là ne sont pas des facteurs de risque de développer la maladie. Ils sont plutôt des facteurs de risque d'aggraver, peut-être d'avoir des symptômes un peu plus forts. La maladie endométriosique est une maladie évidemment réglée sur la plage d'activité menstruelle de la femme, donc dès l'adolescence jusqu'à la ménopause. Aujourd'hui, le diagnostic, il est à la fois simple et compliqué. Le diagnostic, finalement, il est aussi simple puisque les règles, le cycle menstruel est un phénomène douloureux cyclique de la femme, mais il ne doit pas être douloureux à un certain point. C'est-à-dire qu'il est normal, bien entendu, d'avoir mal, j'allais dire, quelques douleurs pendant ces règles, mais ces douleurs doivent rester maîtrisées, j'allais dire, tolérables. Évidemment, il devient pathologique quand on en devient à arrêter l'activité, que ce soit professionnelle, scolaire, vie quotidienne, peu importe, là, ça devient pathologique. Après, on a un diagnostic donc clinique sur les symptômes. Les examens d'imagerie, c'est pour ça que ça devient plus compliqué. On en a deux majoritaires en premier recours l'échographie, qui a surtout comme but comme dépister les kystes au niveau des ovaires et l'IRM. Le problème, c'est que ces deux examens peuvent être strictement normaux alors qu'il y a bien la maladie. Donc, c'est bien pourquoi le diagnostic il est si complexe. Et c'est pour ça qu'il faut se baser uniquement sur un signe d'alerte, c'est de se dire les règles oui, si douloureuses non, donc je viens consulter. Viens consulter personnel de premier recours, sage-femme, médecin généraliste, gynéco, je dirais peu importe, en tout cas un professionnel de premier recours qui saura améliorer la qualité de vie des femmes. Bien entendu que la maladie, dans le fonctionnement cyclique hormonal, va s'arrêter à la ménopause. L'endométriose, elle va s'arrêter puisqu'elle est directement dépendante du cycle menstruel et des hormones. On va mettre très schématique, mais plus d'hormones, plus d'inflammation, en tout cas de troubles cycliques liés à l'endométriose. C'est là où je mets comme un bémol. La maladie et les douleurs qu'elle a pu créer avant peuvent ne pas disparaître à la ménopause. Le problème, c'est-à-dire que cet endomètre qui allait se mettre dans la cavité utérine, elle a pu créer d'autres lésions, c'est-à-dire des adhérences, notamment d'organes, que ce soit le rectum, sur le vagin par exemple. Et l'adhérence en tant que telle, elle va rester. Donc,
La maladie, oui, elle s'arrête à la ménopause dans le côté hormonal. Et chez certaines patientes, elles peuvent garder quand même quelques douleurs de manière adhérente, pour lequel, là aussi, on pourra proposer un éventuel traitement. Les conséquences de l'endométriose, il y a deux grands volets. Il y a le premier volet douleur, et je vais appeler le deuxième volet la fertilité, évidemment. Les douleurs, souvent, il y a ce qu'on va appeler les 5 D qui résument très bien l'ensemble des douleurs que la patiente peut avoir. On va mettre en premier plan les dysménorrhées, donc ce qu'on va appeler la définition des règles douloureuses. Les dyspareunies, donc les douleurs pendant les rapports, les dyskésides, c'est-à-dire les douleurs, en tout cas liées à la défécation ou pour aller à la selle, les dysuries, tout ce qui est problème urinaire, et les douleurs pelviennes chroniques, donc ça, c'est douleurs qui sont en dehors du cycle menstruel. Les problèmes de la fertilité, effectivement, aussi sont plus majoritaires chez les dames qui sont atteintes d'endométriose. En fonction de chaque patiente, il faudra faire un diagnostic un peu précis et en fonction, évidemment, comme on a dit tout à l'heure, des souhaits de la patiente et de son parcours. Le traitement, il est surtout médical, c'est-à-dire qu'il faut avoir un traitement hormonal pour recréer parfois aussi les mêmes conséquences que la ménopause, donc pour bloquer la maladie. Donc ces traitements hormonaux, on va en avoir plein de types, ce qu'on va appeler vulgairement la pilule. On peut avoir aussi des stérilets aux hormones, des implants, tout ce qu'on peut avoir en tout cas comme traitement hormonal à mettre en place chez la patiente pour pouvoir bloquer finalement son cycle menstruel et mettre au repos toutes ces lésions endométriosiques. L'ensemble de ces traitements vont s'articuler en fonction du projet de la patiente, si elle a un projet de fertilité, si au contraire c'est plus sur le versant douloureux. L'autre partie très médicale, on va avoir la chirurgie. La chirurgie, elle n'est pas en soi un vrai traitement, ce qu'on va appeler éradiquant la maladie. Il faut bien voir que la chirurgie, on va enlever les lésions qui ont été créées par l'endométriose. C'est-à-dire que la chirurgie, elle va venir en aide, en renfort d'un traitement hormonal bien conduit, mais en elle-même, elle n'éradique pas la maladie. Mais c'est sûr qu'on le voit que la maladie endométriosique est une maladie inflammatoire et donc l'hygiène alimentaire est primordiale, d'avoir un rythme de vie aussi bien équilibré avec des apports alimentaires équilibrés, c'est vraiment primordial. On peut éviter le maximum évidemment tout ce qui est tabagisme, alcoolisme et tout le reste des traitements, que ce soit paramédical, que ça peut être aussi l'homéopathie, l'acupuncture, la sophrologie. Tout ce versant-là est aussi important. On rentre plutôt dans le traitement de la douleur chronique et ça c'est primordial aussi. L'autre chose, effectivement, l'association de patients, très importante pour plusieurs aspects, pour pouvoir discuter de la maladie. Voilà, il y a d'autres patients qui ont le même parcours que moi, difficile. Et ça, je pense qu'aussi, c'est une grande atout de ces associations de patients. La première problématique d'une maladie un peu oubliée, puisque finalement, et on le voit bien dans le média, dans l'actualité, on voit que c'est un problème de santé publique assez récent, alors qu'évidemment, l'endométriose existe depuis des siècles. Donc ça, c'est un problème, effectivement, où la recherche peut-être a été mise de côté pendant longtemps. Aujourd'hui, heureusement, les choses, elles bougent même bien, grâce aux associations de patientes, grâce aux groupes de recherche, grâce aussi au pouvoir public. Effectivement, toujours plus de recherche, ça sera toujours mieux. Les grands axes, ça va être ça, c'est-à-dire déjà comprendre comment la maladie arrive, à quoi elle est aujourd'hui vraiment elle est due. Donc, il y a aussi toute cette recherche-là qui est en cours. Les moyens thérapeutiques, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on est assez limité, c'est-à-dire que les traitements hormonaux ont pour but pour bloquer la maladie, mais on n'a pas de traitement aujourd'hui pour éradiquer la maladie, la soigner, la traiter, mais on a encore de belles années de recherche devant nous.